Plusieurs morts, dont les enfants et plusieurs blessés dans un bombardement à Mugunga. Ce vendredi, les FARDC accusent le M23 d'avoir agi en représailles. Félix Tshisekedi a écourté son séjour européen et a annoncé son retour à Kinshasa. Et puis, journée mondiale de la liberté de la presse, la RDC gagne une place dans le classement mondial selon Journalistes sans frontières à Kinshasa. La FD a organisé un atelier sur l'objectivité de l'information en RDC à l'intention de quelques journalistes. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Une explosion s'est produite ce vendredi dans le camp des déplacés de Mugunga à Goma, dans l'est de la RDC. Les FARDC parlent des représailles après les offensives menées contre les positions de M23 soutenues par le Rwanda à Sake. Le colonel Kaiko Njike parle de 5 morts, dont les enfants et plusieurs blessés. Et le chef de la division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu, Guy Kibira, parle de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il appelle de ce fait à la réaction immédiate du gouvernement pour mettre fin à la tragédie. Suivez-les dans ce propos recueilli par Rachel Missenga. J'ai fait cette adresse, une adresse d'angoisse qui exprime les SOS que nous lançons à l'endroit des grands décideurs de ce monde. Je parle ici du crime de guerre, crime contre l'humanité, perpétré contre les populations civiles. On a commencé à jeter des bombes dans les camps de déplacés, que ce soit à Boulengo, comme au Lac Vert et à Mugunga, comme si ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, je viens dénoncer avec force, avec la toute dernière énergie, les bombardements faits par les mouvements terroristes M23, qui viennent de larguer 4 bombes dans les sites de déplacés de Louchagam, dans les deuxièmes sites secondaires de ces camps de déplacés au niveau de Sebze, Lac Vert, mais également dans les périphéries de ces mêmes camps, dénombrant aujourd'hui et en ce moment plusieurs morts et des dégâts terribles en termes de blessés contre des populations innocentes, contre des populations civiles, tout âge confondu. C'est assez. Assez, et je voudrais que les Nations Unies, je voudrais que les conseils de sécurité se saisissent d'office de cette situation pour que cesse cette aventure odieuse qui est perpétrée par les mouvements terroristes M23. Je voudrais également me tourner vers nos gouvernants pour demander à ce que des mesures urgentes puissent être prises pour la prise en charge des blessés qui sont dénombrés en plusieurs dizaines jusqu'à ce stade, et le bilan n'est pas définitif. Mais aussi, je voudrais demander à ce qu'ils puissent utiliser tous les moyens à leur pouvoir pour mettre fin à cette aventure de ces mouvements terroristes. Et à la suite de cette attaque à la bombe perpétrée ce matin au camp de déplacés de Mugunga, près de Goma au Nord Kivu, le chef de l'État Félix Tshisekedi a décidé de regagner le pays ce week-end. L'annonce a été faite sur la page officielle de la présidence sur le réseau social X. Les 3 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, l'Agence française de développement AFD en sigle a organisé un atelier à l'intention de quelques journalistes évoluant dans quelques médias de Kinshasa. Au menu des échanges, comment préserver l'objectivité de l'information dans un contexte comme celui de la RDC et l'impact et les résultats de projets financés par l'AFD depuis 20 ans en RDC. Don Momat et Damani Mujinga pour le reportage. La salle dénommée Kimpavita du nouveau bâtiment de l'Agence française de développement AFD en sigle à Kinshasa-Gombe a servi de cadre à la rencontre entre une trentaine de journalistes et la directrice de cette agence qu'accompagnait le premier conseiller de l'ambassade de France en République démocratique du Congo.
Au menu de ces échanges intervenus à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, ce vendredi 3 mai, les participants ont soumis à l'AFD, qui est engagée pour la préservation des libertés des individus, les pistes sur lesquelles elle pourrait intervenir pour concourir au professionnalisme de la presse congolaise. Il s'agit entre autres de la formation, du renforcement des compétences et le statut du journaliste. L'autre point qui est intéressant pour nous, et c'est le dialogue que nous avons avec le gouvernement, et notamment avec le ministre des Finances, qui pour nous est le seul qui est habilité à signer nos conventions, et le ministre de la Communication et des Médias, c'est de voir comment on peut, sur le statut du journalisme, si je prends le cas où on est aux côtés du gouvernement sur les enseignants, vous avez la mise en retraite. Non, il y a la sécurité sociale qui permet justement de pouvoir sortir un peu la précarité. Mais il y a également un point où nous, on a une vraie légitimité, parce que c'est le secteur de l'éducation et notamment l'enseignement supérieur. Vous avez comment on peut travailler avec les universités, comment on peut travailler avec l'université qui forme les journalistes. La directrice de l'AFD, Safia Ibrahim, a profité de l'occasion pour présenter l'impact et les résultats des projets financés par l'AFD depuis 20 ans en RDC. Elle a rappelé que le 7 décembre 2021, un protocole d'entente pour un partenariat stratégique en matière de croissance durable et inclusif a été signé entre la RDC via le ministère des Finances et son agence. À ce jour, 380 millions sur les 500 fixés dans ce protocole ont déjà été mis à la disposition de la RDC. Une fois la totalité des fonds versés, le président Emmanuel Macron, à la demande de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi, a déjà tracé la perspective d'un deuxième. C'était le 30 avril dernier, lors de la visite officielle du président congolais en France. Dans le reste de l'actualité, les travaux de démolition des maisons pour le prolongement de la piste de l'aéroport de Bunia ont débuté hier jeudi au chantier situé dans le quartier Babayi, dans la commune de Chari. Le gouvernement central a versé un fonds aux ménages qui habitent le long de la piste de l'aéroport de Bunia. Presse militaire. Les travaux de démolition des maisons pour le prolongement de la piste de l'aéroport de Bunia ont débuté ce jeudi 2 mai 2024, ici au chantier dans les quartiers Bandai, dans la commune de Chari. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Je suis très contente. Même si on était là, les avions atterrissaient et il y avait toujours de la peur. J'ai acheté ici moins cher, mais bien remboursé. Je pourrais aussi un jour monter à bord de cet avion. On est satisfait de ce qui a été fait. En gros, on a restitué presque tout le monde. Il reste peut-être pour quelques-uns, pour nous, pour les maisons, parce qu'on a restitué et la terre et les maisons. Samuel Bouira, représentant de la quarantaine de familles intéressées et favorable, affirme que les négociations se sont bien passées. Il y remercie ainsi l'administration militaire et la société Mogabaon pour leur implication. Je remercie le président de la République pour le projet qu'il a initié pour notre province. Aussi le gouvernement provincial, notamment le général, le gouverneur de la province de Boya, parce que c'est grâce à lui que tout se passe dans la paix, dans le calme. Et sans oublier la société Mogabao avec son patron Akilimal, qui on a échangé jusqu'à ce que la solution a été trouvée dans la paix. L'objectif est d'élargir cette piste à 2500 mètres de longueur afin de recevoir des Boeing et Airbus de tout genre. Question d'ouvrir Bunia au reste du monde, affirme ingénieur Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogabaon. En ce qui concerne la piste, elle était de 1850, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle passera à 2500. Ça, c'est pour pouvoir recevoir des aéronefs tels que les Boeing 767-600 ou les Airbus A320, ce qui pourrait être des aéronefs qui peuvent partir d'ici, même dans les pays limitrophes, tels comme Ethiopian Airlines, comme Kenya Airways. Tout ceci pourront atterrir ici et décoller. Ici au chantier, les travaux évoluent à pas de géant. Bientôt, la province aura un aéroport au standard international
comme voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, soucié de voir les résultats dans un temps record, s'est engagé à suivre de près l'évolution des travaux de la modernisation de la ville de Bunia ainsi que l'aéroport international de cette ville. Et en sport, la commission de discipline de la Ligue nationale de football a rendu son verdict sur le cas Issa Mampeko et Martin Moukala, respectivement joueurs de l'ASV Club et arbitre central de la rencontre qui a opposé l'ASV Club au tout-puissant Mazembe en match de play-off du championnat national joué le dimanche 14 avril dernier au Stade des Martyrs. Les deux hommes écopent respectivement de 2 matchs et 6 mois de suspension pour les faits survenus pendant cette rencontre. Plus de détails avec Blessed Kouzola. Le capitaine de l'AS Vita Club, Joe Issa Mampeko, vient d'écoper d'une suspension de 2 matchs pour un mauvais geste sur le joueur Boubacar Anikoy lors du Classico disputé à Kinshasa entre son club et les TP Mazembe le dimanche 14 avril dernier, soldé sur la marque de 2-1 en faveur de Corbeau Louchoua. Le défenseur moscovite manquera aux 2 prochaines sorties de son club en championnat malgré des excuses présentées aux joueurs de Mazembe dans les vestiaires après match. Selon la Ligue nationale de football qui a pris cette décision, note qu'il ressort tant du rapport du commissaire de match que des images vidéo de la dite rencontre que le joueur Issa Mampeko avait marché sur le thorax du joueur Boubacar Anikoy. Joe Issa Mampeko est condamné aussi au paiement de la somme de $200 à titre d'amende. Par ailleurs, l'arbitre Martin Moukala, au cœur du scandale arbitral lors de ce même match, a écopé de 6 mois de suspension. Il lui est reproché de n'avoir pas validé le but de l'AS Vita Club à la 75e minute alors que le ballon avait entièrement franchi la ligne de but, mais également le manque de sanctions contre Issa Mampeko après son forfait sur le joueur du TP Mazembe. À cela s'ajoute les silences face à la bourde d'Egbele sur Oscar Kabouit et la non-révélation des incidents survenus lors de la rencontre. Pour sa part, Martin Moukala a indiqué à la commission que les ballons de l'AS Vita Club n'avait pas franchi la ligne de but et a rejeté la responsabilité sur l'arbitre assistant de la rencontre. Sur le cas Issa Mampeko, l'arbitre Martin Moukala précise que la faute sur le joueur du TP Mazembe n'était pas grave pour mériter une sanction. Qu'à cela ne tienne, la Lina Foot a déjà rendu son verdict et les 2 hommes ne pourront s'en passer. On va prendre à présent la page internationale. Le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole de près de 130 mètres dans le nord du pays entre les régions Meknes et Fès afin d'atténuer les effets des changements climatiques, une innovation qui se veut source d'opportunités et de revenus. Marqué par les changements climatiques qui affectent la production agricole dans la disponibilité des ressources hydriques et la sécurité alimentaire, le Maroc met en place un chantier d'aménagement hydro-agricole dans le nord du pays entre les régions de Meknes et Fès afin d'atténuer les effets des changements climatiques pour une meilleure résilience du secteur agricole. Il vient pour soulager une nappe phréatique dans l'une des zones les plus productives au Maroc, qui est la plaine du Saïs, et qui connaît un déficit hydrique de l'ordre de 100 millions de mètres cubes par an. Et ce projet vient pour ramener environ 120 millions de mètres cubes par an pour appuyer l'agriculture irriguée dans cette zone. Ce château d'eau fait près de 100 mètres et est destiné à l'irrigation de l'agriculture dans cette zone du pays qui consomme environ 80% de l'eau, en plus d'être une zone d'opportunité d'emploi. Il faut savoir que cette zone, c'est une zone agricole de premier ordre et donc toute l'activité, le secteur primaire, c'est le secteur agricole, surtout irrigué, qui emploie beaucoup de gens et qui crée de la richesse. L'impact des changements climatiques sur les productions agricoles réduit le taux de croissance de production en Afrique. Ce chantier d'aménagement hydro-agricole permet au Maroc de protéger ses cultures et montrer ainsi l'exemple aux pays africains pour une meilleure résilience du secteur agricole.
Et puis le climat, une aubaine pour des startups en Afrique a priori, mais elles se heurtent à l'accès aux fonds, même si elles ont levé plus de 3,4 milliards de dollars américains en 2019 grâce aux sociétés de capital risque et de capital investissement. Suivez. Les panneaux solaires parsèment les toits de Lagos. La mégalopole nigériane a adopté l'énergie solaire. Le climat se présentant comme une aubaine pour les startups en Afrique, mais elles se heurtent à l'accès aux fonds, même si elles ont levé plus de 3,4 milliards de dollars depuis 2019 grâce aux sociétés de capital risque. En 2015, c'était beaucoup plus facile. Il y avait beaucoup de VC. Ils étaient très intéressés par les entreprises d'énergie renouvelable. Il y avait beaucoup de subventions, ce qui fait que la stratégie à l'époque était d'obtenir du capital patient qui pouvait permettre la croissance de beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, le secteur est un peu plus serré car la chaîne de valeur s'est élargie et les acteurs cherchent désormais à jouer dans ces domaines spécifiques. L'Afrique a besoin de 277 milliards de dollars par an pour atteindre ses objectifs climatiques d'ici à 2030, selon Africa des Big Deal. Ce que nous faisons simplement, c'est d'aborder de la même manière l'énergie décentralisée. Ainsi, si nous pouvions remplacer un générateur par des panneaux solaires un par un, nous réglerions le problème. Ce que nous faisons maintenant, c'est le faire à plus grande échelle. Ressources dispose d'une capacité solaire de 2 MW dans tout le Nigeria et nous envisageons d'installer 20 MW cette année. En 2023, les startups de la technologie climatique en Afrique ont levé 1,4 milliard de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Je pense que la marge d'amélioration est maintenant de voir que des investisseurs plus importants examinent le modèle, participent et prennent le niveau de risque que les VC ne seront pas en mesure d'assumer pour aider à faire évoluer les acteurs qui dépassent maintenant le stade du capital d'amorçage, qui ont dépassé le stade du VC et qui les aident ensuite à se développer et à résoudre le problème. Selon les experts, pour débloquer des financements, les pays africains doivent s'attaquer à des risques tels que l'instabilité monétaire qui décourage les investisseurs. Nous allons prendre maintenant la revue de presse. Bonsoir, ouvrons cette revue avec le drame survenu ce vendredi à Goma. Actualité, c'est des titres. RDC M23, scène d'horreur à Goma. Un camp des déplacés touchés par des explosifs faisant au moins 9 morts et des blessés graves. Le site note qu'il s'agit d'un bilan provisoire. Les sources locales parlent de projectiles d'obus en provenance de la ligne de front près de Saké, territoire de Massissi, où de combats opposent la rébellion du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Sur le même sujet, le site d'Africa News parle de 5 morts, citant le porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. 2 enfants et leur mère figurent parmi les morts et plus de 20 autres personnes ont été blessées, a déclaré à l'Associated Press John Banyene, un activiste de la société civile basé à Goma, la capitale du Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Kaiko Njike, porte-parole de l'armée dans la province, a attribué l'attaque du camp de réfugiés de Mugunga dans le Nord Kivu à un groupe rebelle connu sous le nom de M23 qui aurait des liens avec le Rwanda. Dans une déclaration transmise à l'Associated Press, écrit Africa News. Le tri hebdomadaire Africa News, lui, revient sur une affaire qui défraie la chronique actuellement. Le tabloïd met en manchette « Corruption, : Kabuya transgresse le décret loi numéro 17/2002 ». L'affaire de corruption présumée de députés provinciaux de Kinshasa a rebondi jeudi quand un extrait vidéo abondamment partagé dans les réseaux sociaux a montré le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, Augustin Kabuya, en train de revendiquer et justifier ce cadeau de véhicules aux députés de la capitale. Le tabloïd poursuit, ni le timing ni le contexte ne peuvent conférer à cet acte un caractère de motivation, estime un juriste convaincu que les justifications de Kabuya, claires comme de l'eau de roche, ont plutôt la saveur de l'aveu clair de corruption, pièce manquante pour la constitution d'un dossier judiciaire
judiciaire à charge de l'UDPS et de son candidat Daniel Lumumba qui a finalement remporté haut la main l'élection du gouverneur de Kinshasa. Le tabloïd écrit encore que Kabuya s'est surtout laissé prendre dans le piège du décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant conduite de l'agent public de l'État ensemble avec les députés provinciaux de Kinshasa, tous astreints à observer les règles de conduite en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle définies par le décret précité, écrit le journal. Dans un tout autre dossier, Géopolis Hebdo aborde le fond de l'accord entre la GECAMIN et le Bureau de recherche géologique et minière français en marge de la visite officielle du président Tshisekedi en France. Le journal indique que le Bureau de recherche géologique et minière français et la Générale de Caril des Mines ont conclu un accord cadre de coopération en géosciences, redynamisant ainsi la coopération économico-industrielle bilatérale pour des métaux de transition énergétique. Ce bureau accompagnera par ailleurs la GECAMIN pour une meilleure connaissance et maîtrise de son patrimoine dit Greenfield afin de la soutenir dans la valorisation de ses importantes ressources minérales primaires existantes dans le domaine du cuivre, du cobalt, mais également l'étain, le zinc, le gallium, le germanium et autres métaux stratégiques, écrit le journal. Bouclons cette revue avec Forum 2As. Le quotidien disserte sur la question de liberté de presse en ce 3 mai. Le tabloïd met un titre à la forme interrogative. RDC, : la liberté d'expression menacée. En ce jour où l'humanité célèbre la journée mondiale de la liberté de presse, des voix s'élèvent pour tirer la sonnette d'alarme face aux menaces d'atteinte à la liberté d'expression. Que ce soit au niveau des médias libres et indépendants, que ce soit au niveau du citoyen lambda, écrit les journaux, qui poursuit l'ONG Journalistes en danger, qui a fait de la lutte de la liberté d'expression son cheval de bataille, juge le moment propice pour interpeller les décideurs et les agresseurs de la RDC face à une volonté politique de rétrécissement de l'espace de liberté d'expression pour les médias libres et indépendants. Ainsi, l'ONG Journalistes en danger déplore les pressions, la censure, les menaces et les arrestations arbitraires dont sont victimes les journalistes en République démocratique du Congo. Voilà, c'était la revue de presse vous présentée par Patrick Ilunga. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Plusieurs morts, dont les enfants, et plusieurs blessés dans un bombardement à Mugunga. Ce vendredi, les FARDC accusent le M23 d'avoir agi en représailles. Félix Tshisekedi, lui, a écourté son séjour européen et a annoncé son retour à Kinshasa immédiatement. Et puis, journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse, la RDC gagne une place dans le classement mondial selon Journalistes sans frontières à Kinshasa. L'AFD a organisé un atelier sur l'objectivité de l'information en RDC à l'intention de quelques journalistes. Les détails, vous les avez suivis dans ce journal. Voilà, nous avons terminé cette édition du journal sur Géopolis Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.